Donc, ce qu'on voulait vous proposer, c'est qu'on a décidé de faire une sorte de replay de ce que nous avons présenté lors du salon Beauty Forum, qui étaient les premières conclusions sur une étude que SPA a commanditée à Action Partners, n'est-ce pas, Pascal Elmalan, pour avoir un regard sur les spas hôteliers. Pourquoi cette demande sur les spas hôteliers particulièrement? Tout simplement parce que vous savez que chez SPA, nos hôtels, nos établissements labellisés sont en majorité des spas hôteliers, puisqu'on est à 95% de spas hôteliers. Et cette réalité, on s'est dit, c'est intéressant de faire un focus pour savoir où on en est, puisqu'on a eu quelques résultats qui dataient un petit peu. On colportait toujours les 20% de vente retail, les chiffres 80% de massage, 20% de soins visage. Et finalement, tout ça, ça a beaucoup évolué. Et surtout, ce qui nous paraissait intéressant, c'est de faire appel au regard extérieur de Pascal Elmalan, qui est une spécialiste, je le redis, des études, et d'avoir un regard nouveau. Donc cette étude a porté, elle va vous l'expliquer sur la méthodologie, sur 8 mois. On peut donc calculer, faire une projection sur 12 mois. Et bien sûr, l'idée, si elle est d'accord à nouveau, nous la poursuivrons l'année prochaine pour voir un peu l'évolution. Voilà, je me permets de te passer la parole, sauf si vous avez d'autres questions et sinon on interviendra par la suite. Donc, effectivement, je m'appelle Pascal Elman, je suis responsable d'Action Partners et on travaille beaucoup en études et en stratégie marketing. L'idée, c'est que quand on réalise une étude par un cabinet extérieur, les gens, d'abord, on a des méthodologies spécifiques et ensuite, les gens, ils vous parlent plus volontiers parce que c'est bien sûr sous anonymat. Donc ici, on a utilisé une méthodologie croisée pour avoir des résultats en fait enrichis. On a fait des entretiens qualitatifs qui étaient plus dans un objectif de comprendre. L'idée, c'était de dialoguer avec des professionnels de l'univers du spa, donc en spa hôtelier, en cabinet de recrutement, puisqu'on a parlé argent, salaire. On reverra ça. On a également fait des questionnaires qui ont été réalisés auprès de professionnels, spa managers ou spa directeurs, dans un contexte toujours de spa hôtelier. Et on a également utilisé des bases de données. Donc des bases de données variées en open source, en intelligence artificielle et également en extraction de données auprès de fournisseurs, et c'était bien sûr des données anonymées. L'objectif de tout ça, c'était d'avoir un échantillon qui porte, dans ce que vous allez voir sur les datas, sur 90 spas hôteliers, et donc avoir un élément qui soit quand même quantitatif pour pouvoir en tirer des conclusions. Alors, la première conclusion, je dirais que c'est qu'il faut réfléchir un peu autrement, parce que spa hôtelier, en fait, c'est un terme qui est très hétérogène, qui, à l'intérieur, c'est pas une évidence, puisqu'on va avoir une hétérogénéité en termes de service, en termes d'équipe, en termes de saisonnalité, en termes de positionnement, en termes de taille, en termes de tout, en fait. Voilà, c'est le mot à retenir, si on veut, c'est hétérogénéité. Marie-Paul, tu n'hésites pas à m'interrompre quand tu veux. Donc ça, c'était déjà très important et vous allez voir que même quand on va parler chiffre d'affaires, c'est aussi hétérogénéité qui est un mot-clé important. Alors, nous, dans notre présentation d'aujourd'hui, on va regarder un petit peu déjà en termes d'échantillons, ce qu'il en est, pour vous donner des éléments d'échantillon. On va regarder la réalité, c'est-à-dire des choses factuelles en termes de données, où on va parler de services, on va parler de produits, on va parler de chiffre d'affaires. On va ensuite parler d'équipe et de salaire, plus réduit un peu pour le moment, mais vous aurez déjà des choses intéressantes. Et puis on va commencer d'ouvrir sur des opportunités, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Alors, on va essayer de se restreindre en termes de timing, parce qu'on pourrait en discuter pendant des jours entiers. Ce n'est pas l'objectif, donc c'est maximum 1 heure aujourd'hui. Et puis après, on est à vos dispositions pour tout ce qui va être questions éventuelles, soit après ce webinaire, soit par la suite. On peut même vous répondre après. Donc, en échantillon déjà, qui nous avons interrogé? Donc, on est parti sur l'idée du spa hôtelier. Donc, c'était effectivement des spas hôteliers. Nous, notre échantillon, c'est une majorité de spas hôteliers 5 étoiles, puisqu'on a 68% de spas hôteliers qui sont des 5 étoiles. On a 2% de palaces. Et on a 28% de spas hôteliers interrogés qui étaient des 4 étoiles, avec 2% de 3 étoiles.
Et enfin, on a parmi les établissements interrogés, 19% d'établissements qui étaient des établissements saisonniers. Alors que ce soit saison été ou saison hiver. Voilà, on n'a pas refait de distinction derrière. D'accord. Pascal, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond tout à fait au cœur qui nous intéresse, nous, au niveau des établissements avec spa labellisés, bien évidemment, puisque c'est exactement ce que nous avons, nous, dans la représentation de nos établissements labellisés. Donc c'est quand même effectivement, comme dit Marie-Paul, très représentatif de, de spa A. Alors en termes de catégorie, je vous ai dit qu'il y avait une majorité de 5 étoiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir des concepts de spa qui vont être différents, des services, des produits qui vont être différents. Donc ça déjà, c'est un point qu'il faut envisager dès le début. Et enfin, il faut comprendre que la saisonnalité que je vous ai évoquée, c'est effectivement une donnée qui va influencer certains résultats et certains beaucoup plus que d'autres même. Donc comme on a quasiment 20% d'établissements saisonniers, c'est sûr qu'après ça va influencer les datas. Alors, les spas hôteliers, je vous ai dit qu'ils étaient en termes de concept et de positionnement sur des choses très variées. Donc on a essayé de faire des groupes, on pourra en parler, on en parlera un petit peu plus à la fin de cette présentation. Vous avez effectivement des spas hôteliers qui vont être dans un concept de thalassothérapie ou de thermalisme, donc on va aussi avoir des cures. Vous allez avoir des med-spa ou médispa. Vous allez avoir des gens qui sont dans un univers wellness. Alors wellness, c'est un terme très vague, hein, well-being, wellness. Des gens qui sont aussi dans un univers de sport, avec des abonnements, des gens qui sont dans un univers famille, des gens qui sont dans un univers de cure, mais pas hors thalassothérapie, du coaching, de la nutrition. Bref, on voit que ça commence d'être un peu ouvert. Et on va voir en fait qu'il y a beaucoup d'offres qui sont proposées et on fera un petit point sur ça tout à l'heure. Alors, il y a différents éléments qu'il faut comprendre aussi. Quand je vous dis hétérogène, c'est le spa hors les murs, mais aussi hors les cabines. Parce qu'on a des spas qui ont été interrogés. Merci de couper votre micro à tous les participants. Virginie qui vient d'entrer, je crois que votre micro est activé. Merci. Donc, en termes de taille, on a des spas qui sont entre 200 et beaucoup plus de 2500 mètres carrés. Donc là aussi, beaucoup, je dirais, d'envergure en termes de notre échantillon. Et on va avoir un nombre de cabines qui va de 2 à plus de 20. Alors, ça peut être des cabines simples, des cabines duo, des suites privées. En fait, ce n'est pas très important. Parce que de toute façon, le nombre de cabines aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Puisque nous, on a utilisé le terme cabine, qui est un terme qui est utilisé dans la profession, dans tout un tas de choses, même le référentiel SPA, me semble-t-il. Mais ça ne veut plus dire grand-chose, parce que nous, on a vu qu'il y avait le terme cabine, mais il y a un terme qui est plus intéressant, qui est celui d'espace de soins. C'est-à-dire qu'on peut avoir 4 cabines et 18 espaces de soins. Donc le mot cabine en soi, c'est bien, mais il y a beaucoup d'offres qui sont hors la structure cabine, qui vont être dans des chambres, au bord de la piscine, dans des jardins, dans des cabanes. Enfin, et c'est important. Une offre qui s'est tendue. Sur le référentiel de spa, on était encore à juger un petit peu quelque part par rapport au nombre de cabines. Donc c'est des choses qu'on va faire évoluer également par rapport à l'expérience client. Donc le nombre de cabines, bon voilà, c'est pas l'essentiel. Après, on a essayé de valider ce qui était une clientèle hébergée versus une clientèle extérieure. Et en moyenne, nous sommes à 60% de clientèle hébergée. Alors, une moyenne, c'est établi avec différentes catégories de chiffres. Hein, et en fait, nous, dans les établissements qu'on a eus, on est entre 25 et 90% de clientèle hébergée. Je pense qu'il y a un détail important, c'est la thalasso, qui du coup, grâce au thermalisme, on a bien naturellement de fait une clientèle hébergée beaucoup plus importante. Donc on verra par la suite, peut-être pas sur cette année, mais aussi sur l'année prochaine, à sortir la thalasso qui devra être considérée à part entière sur l'étude. Voilà, parce que c'est sûr que quand il y a des packages ou des week-ends packagés cure, c'est une clientèle qui est bon. Puis selon les établissements, il va y avoir une clientèle plus captive que d'autres. Donc là aussi, une hétérogénéité en fonction du type d'établissement, de la localisation et des types de cures qui sont proposés.
mais on est effectivement sur 60% en moyenne. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément ce qui se passe en termes de données, donc là, on va parler sur notre échantillon, les données qu'on a obtenues à partir de 90 répondants. Alors, on a travaillé sur un chiffre d'affaires de 8 mois. Alors, pourquoi 8 mois? Parce que, on a pris les derniers chiffres et qu'on a donc on a travaillé sur des chiffres de janvier à août 2023 pour présenter des résultats en septembre 2023. Et on va être sur une moyenne de 502 000 € de chiffre d'affaires sur 8 mois. Là, tout le monde prend sa calculette et dit sur 8 mois, ça fait, et donc sur l'année, ça fait. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'on va détailler un petit peu ce chiffre parce qu'il ne veut pas dire grand-chose non plus, parce qu'on a en fait des chiffres d'affaires qui sont compris entre moins de 200 000 € et plusieurs millions d'euros. Donc là aussi, une vraie hétérogénéité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille avec les mêmes 8 mois pour enlever tous les effets saison éventuels sur l'année dernière, nous, on est en augmentation de chiffre d'affaires en termes global, puisqu'on est à plus de 17%, 17,5%. Alors, bien sûr, là aussi, il y a des disparités. Il y a des gens qui vont être à moins 300 ou à plus 30 000%, parce qu'il y en a qui ont fermé l'année dernière, ils étaient en travaux, ou qui sont fermés cette année parce qu'ils sont en travaux. Forcément, ça va changer la donne, mais néanmoins, on constate une augmentation sur ces 8 mois en termes de chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut regarder quand on commence de plonger un petit peu plus dans le détail, c'est qu'en fait, on va avoir 44%, 44,5% précisément, des spa hôteliers interrogés qui vont réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 €. On en a 42%, 42,5% précisément, qui vont réaliser un chiffre d'affaires entre 250 et 750 000 €. Je vous rappelle, c'est sur 8 mois. Et on en a 14%, 13,5% pour être précis, qui vont réaliser un chiffre d'affaires entre 750 et quelque chose et plus de 4 millions d'euros. Donc on est sur une disparité en termes de chiffre d'affaires sur 8 mois qui est très très importante, même si on est dans le même univers qui est le spa hôtelier. Alors, si on essaye de clarifier un petit peu ces chiffres pour se dire, bon oui d'accord, mais alors moi par exemple, je me situe où ou comment ça se passe? D'abord, dans notre échantillon, on a 13,5% des spa hôteliers interrogés qui vont réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 €. On en a ensuite 31% qui vont réaliser un chiffre d'affaires compris entre 100 et 250 000 € sur 8 mois, je vous rappelle. On va en avoir 25% qui vont être entre 251 et 500 000 €, 17% entre 501 et 750, 6% entre 751 et 1 million, 5% plus d'1 250 000 et 2,5% plus de 2 millions. Là, vous commencez de voir qu'effectivement, on a une moyenne qui recouvre en fait des réalités qui sont quand même très très différentes. Donc ça, c'était pour partir du général et aller dans le détail. Et alors après, ce chiffre d'affaires, on le fait avec quoi? Voilà, donc c'est ce qui aussi est intéressant. Ce chiffre d'affaires, au niveau de la répartition, on va voir ensemble le détail et on va voir que là aussi, c'est des produits et des services qui sont très différents selon les établissements, mais néanmoins, il y a 76% du chiffre d'affaires qui va être réalisé en vente de services en moyenne. Là aussi, on parle de moyenne. Il y a des établissements où ça va être bien supérieur, des établissements où ça va être bien inférieur. Pardon, on va avoir 8% du chiffre d'affaires qui va être réalisé en vente de produits. Là, c'est pareil. Selon les établissements, ça peut aller jusqu'à 40%. Mais ça, c'est très important parce que ça ne correspond pas du tout aux données que nous avions. 8% du chiffre d'affaires en vente de produits, et après tu vas nous dire quels sont les produits, mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce chiffre-là. On avait un chiffre qui était un petit peu supérieur. Alors après, c'est vrai que nous, dans notre échantillon, on a des gens qui réalisent 40% de leur chiffre d'affaires en vente de produits. Donc après, ce qui est intéressant justement, c'est de poser des questions sur, attends, tout le monde n'a pas la même façon de travailler, là aussi, ni le même concept. Donc
Et enfin, parce que vous me direz, ceux qui suivent diront 76,8, on n'est toujours pas à 100. Non, bravo. Donc, vous avez 16% du chiffre d'affaires qui est réalisé en divers. Alors, divers, c'est quoi? En fait, il n'y a que ceux qui resteront jusqu'à la fin qui le sauront. Les autres ne le sauront pas. On va commencer, si vous voulez bien, par le service. Donc, le service, c'est quoi? Je vous ai dit 76% du chiffre d'affaires en service, en vente de services. Bah, évidemment, si on regarde, on va avoir pas mal de choses différentes, mais on va avoir en plus grosse masse le massage et le soin. Après, on a plein d'autres choses. Là, vous pouvez commencer de voir quelques mots qui apparaissent, qui vont de manucure à wellness, à enfant, en passant par épilation. Et effectivement, on va avoir des choses très différentes. Donc, en règle générale, qu'est-ce qui est proposé dans les spas hôteliers? La quasi-totalité, la totalité va avoir une offre massage, soins. Ça, on est d'accord. Et la totalité ou quasi-totalité, parce qu'ils sont 91%, va avoir une offre spa. Par contre, l'offre wellness, il y a déjà plus que 50% des établissements qui la proposent, tout ce qui va être wellness ou intégratif. Ça, ce sont les offres qui sont les plus communément existantes dans les spas hôteliers. En autres offres existantes, qui sont aussi, je dirais, des offres qui sont déjà installées quand même en termes de propositions, vous allez avoir la coiffure et ou la manucure et ou pardon, la pédicure. Là, on a cumulé pour montrer que c'était soit les uns soit les autres, mais en tout cas, on arrive à 50%. Une offre enfant ou famille, vous avez 43% des spas hôteliers qui la proposent. Et vous avez également un quart ou plus d'un quart des spas hôteliers qui vont proposer des offres yoga ou fitness. Donc ça, là aussi, des offres qui sont déjà installées dans quand même beaucoup d'établissements existants. Et puis, après, on va avoir offre hydrothérapie, 20%. Et puis, on va avoir d'autres types d'offres, divers et variés. Donc, quand on regarde... Si tu reviens à la diapositive précédente, ce qui est intéressant aussi, où on n'a pas toujours conscience, c'est de voir l'importance de l'offre famille, famille-enfant, ce qui est quand même assez conséquent. Oui, ça c'est dans le nombre d'établissements qui la présentent. Après, exactement, tous ne font pas de l'argent avec. On va parler sous. Et quand on commence de parler sous, donc chiffre d'affaires, il y a du service, d'accord, mais quel est le chiffre d'affaires réalisé avec ce service? Quand on regarde sur une moyenne, on va avoir 43% en moyenne du chiffre d'affaires total qui va être réalisé en massage. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 5 à 85% du chiffre d'affaires réalisé en massage, sachant qu'il y a 100% des établissements qui proposent cette offre-là. Hein. Donc voilà, l'offre de service, entre guillemets, massage, tout le monde la propose. Sauf qu'il y a des établissements qui en font pas beaucoup, des établissements qui en font énormément. Mais en moyenne, ça contribue à 43% du chiffre d'affaires des spas hôteliers interrogés. Donc on n'est pas non plus là sur les moyennes que tu attendais, je pense. Oui, puisqu'on était beaucoup plus sur du 80 quasiment dans les dernières études qu'on avait eues. Donc là, ça correspond à un véritable changement. Oui, alors c'est vrai qu'on a toujours des établissements qui sont à 85%. Oui, hein. Mais bon, c'est intéressant de voir à 43%. Enfin, pour arriver à 43% de moyenne, c'est qu'il y en a qui ne sont pas à 85%, justement. On va avoir 8% du chiffre d'affaires qui est généré par les spas et tout ce qui va être... 8% du chiffre d'affaires des spas hôteliers vont être générés par les soins visage. Donc là aussi, c'est une moyenne de 8, mais qui est aussi de 2 à 25 selon les établissements. Et on va avoir 6% du chiffre d'affaires qui va être généré par l'activité, le service proposé, spa. C'est un chiffre qui peut monter jusqu'à 40% là aussi, donc c'est une moyenne avec des écarts types très importants. Et on a une question de Bruno Rebibou qui nous dit, du coup, ceux qui ne font pas, qui font 5% de massage, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils font plein d'autres choses. On va te montrer. Ils font plein d'autres choses. Quand on regarde au niveau de l'offre wellness, donc c'est 3,5% du chiffre d'affaires en moyenne.
Alors attention, je vous ai dit que tout le monde ne la proposait pas, hein, cette offre-là. Donc forcément, ceux qui ne la proposent pas, ils ne font pas d'argent avec, soyons logiques. Et enfin, vous avez 15,5% du chiffre d'affaires qui va être réalisé avec des offres de services autres que le massage, le soin. Alors autre, c'est quoi? Autre, ça veut dire plein de choses différentes parce qu'il y a énormément de choses. Ça va être présent dans une minorité de spas. Et en fait, on a fait une case autre parce que quand on regarde ce que ça comporte plein de choses différentes. Mais justement, il faudrait commencer de faire des centaines de cases parce que ça comporte traitement spa médical, ostéopathie, service médical, épilation, coaching, nutrition, flottaison, diagnostic, bilan nutritionnel. Enfin, c'est du service, mais il faudrait commencer de mettre beaucoup de cases. Voilà. Et ça peut représenter effectivement pas mal d'argent. Et on va voir que là aussi, il y a une hétérogénéité qui est intéressante parce que c'est justement ça qui va un peu faire office de signature parfois. On a une question d'Isabelle Charrier. Oui. L'offre wellness, ce sont les entrées spa, soit l'accès à la zone humide. Non. L'offre wellness, c'est une vraie offre qui va regrouper des éléments sur tout ce qu'on va appeler l'offre intégrative. Donc après, on pourra faire le détail, mais ce n'est pas l'accès au spa. Alors, là, je vous ai déjà donné pas mal de types d'offres. Simplement pour essayer de faire, je dirais, des espèces de grandes masses pour dire, d'accord, donc maintenant, il y a plein d'offres de services qui ne sont pas présentes sur l'ensemble des établissements. Je vous ai dit que soin massage, c'était 100% des établissements, 25% le yoga, d'accord. Après, il y a des offres où on va dire qu'on va faire des groupes, voilà, pour essayer toutes ces petites cases d'en faire des groupes. Il y a un premier groupe, en fait, on peut se dire, là, c'est vivre bien et longtemps. Voilà, c'est quoi? C'est l'application du Mensana Incorporé Sano, et dedans, on va regrouper beaucoup de choses, du coaching, du bilan, des éléments sur le sommeil, sur la ménopause. Vous allez avoir plein de propositions qui vont exister. Après, on va avoir des offres qu'on peut ranger, je dirais, dans tout ce qui va être le médical décomplexé. C'est-à-dire qu'en fait, 7% des spa hôteliers qu'on a interrogés ont une offre médicale, entre guillemets, qui est hors consultation de thalassothérapie. C'est pas ça. Ça va être de la consultation esthétique, du medical spa treatment. Donc là, on est sur du Medispa. On va également avoir des offres qui vont être plus orientées sur sport, je vous ai physique, donc le corps, après l'esprit. Je vous ai parlé du yoga, mais il y a aussi de la natation, par exemple, pour 11% des spas hôteliers interrogés. Et puis, on va avoir des nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, on va voir que ça comporte, là aussi, c'est une case, c'est un groupe qui comporte pas mal de cases, parce qu'on a des choses qui vont être de la virtualité, tout ce qui va être polysensoriel. On va avoir les casques, la réalité augmentée virtuelle, et puis on va avoir tout ce qui est biohacking. Alors le biohacking, c'est quoi? Le biohacking, c'est tout ce que l'on va réaliser pour avoir une opportunité d'aller mieux. Alors ça peut être des diagnostics, ça peut être des éléments connectés que vous allez porter sur vous pour optimiser votre forme physique. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont également en train d'être mises en place. Et puis, tout ce qui va être nutrition. Donc, on va avoir du coaching, des éléments par rapport au poids, par rapport à tout ce que vous voulez qui va toucher la nutrition. Donc, c'est vraiment, voilà, Mensana Incorporé Sano, l'ensemble. Alors, si on reprend notre répartition du chiffre d'affaires, ce que je viens de vous dire, qu'au total, on a 43% du chiffre d'affaires qui est en massage, donc du service, 8% en soins visage, c'est du service, 6% en spa, c'est du service, 3,5% en wellness, 15,5% en divers. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses différentes. Donc là aussi, il nous manque des pourcentages. Il nous manque pour arriver à 100, la vente de produits. On va en parler un peu plus en détail. Et puis la vente de divers. Divers, c'est donc hors services et produits. Alors, on a triché un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Produit.
produits, je vous ai dit que c'était 8%, 8,3 pour être précis. Et en fait, on a des divergences là aussi qui sont énormes en écart type, puisqu'on est entre 1% ou 40% de produits vendus. Donc c'est énorme, là aussi c'est très hétérogène. Et on va avoir différents types de produits, puisqu'on va avoir des cosmétiques, on verra que ça c'est pour tout le monde, mais on va avoir des maillots de bain, de l'optique, de l'art, enfin plein de choses diverses et variées. Donc qu'est-ce qu'on a? En fait, quels produits on vend? Dans des spas hôteliers, tout le monde va vendre des cosmétiques. Alors que ce soit, on a regroupé, que ce soit des capillaires, des soins visage, des soins corps, enfin voilà, on n'a pas fait des calculs par sous-catégorie. 100%, ça, ils vendent des cosmétiques. Et après, 95% vendent des produits lifestyle. Et la question, avant que vous la posiez, c'est qu'est-ce que c'est des produits lifestyle? Ben, c'est une case qu'on a créée pour tous les produits divers et variés que l'imagination sans limite des responsables leur ont fait intégrer à titre de vente. Donc, c'est tout ce qui va considérer, tout ce qui va être effectivement lifestyle. Ça peut aller des accessoires de sport, tout un tas de choses différentes, des petits éléments d'outils de massage, plein de choses. En tout cas, il y a aussi du vêtement. Donc, le vêtement, c'est 51%. Les maillots de bain, 42%. C'est gros pourcentage quand même. C'est les principaux produits. Et on va avoir nourriture, boisson, 21%. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça fait là? Ben, ça fait là que si l'été, j'ai à gérer la piscine et les gens qui mangent les glaces et le bar de la piscine, ça change ce que je vends comme produit. Voilà. La tisane, l'été, la Voilà, par exemple, l'été, il y a d'autres exemples. Donc oui, il y a de la gestion nourriture et boisson. Et puis, il va y avoir pour moins de 20% des spas, de l'optique, des livres, du matériel de sport, des jouets, des bijoux, de l'art. Donc, plein de choses différentes. Effectivement, là aussi, en fonction du concept, je dirais, du spa. Alors, après, on arrive à ce qui nous manque. Donc, 16% du chiffre d'affaires sont réalisés, chiffre d'affaires total, je vous rappelle, sur 8 mois, en divers. Divers, donc puisqu'on a vu le détail des services et on a vu le détail des produits, c'est ni du produit ni du service. Et puis c'est, en fait, c'est pour 10% du chiffre d'affaires en moyenne des bons cadeaux. Alors, il y a des gens qui réalisent 0% de chiffre d'affaires en bons cadeaux et il y a des gens qui vont réaliser 70% de leur chiffre d'affaires en bons cadeaux. Il faut savoir que les bons cadeaux, pardon, c'est du chiffre, mais on n'a pas travaillé après sur le pourcentage de réalisation. Parce que ça, c'est aussi une très bonne question à poser. Et là, on n'a pas travaillé sur le pourcentage de réalisation, parce que les bons cadeaux, il y en a quand même un certain nombre qui ne sont jamais réalisés. Voilà. Et ça, c'est 10% du chiffre d'affaires au niveau moyen. Et le reste, soit les 6%, ça va être de l'abonnement. L'abonnement, c'est là aussi de 0 à 64% du chiffre d'affaires qui vont être réalisés en abonnement. L'abonnement, c'est l'abonnement effectivement à des... Alors ça peut être des équipements sportifs, à du spa, enfin un certain nombre de choses. Alors ça veut dire un certain nombre de contraintes, certes, mais il faut savoir qu'il y a certains spas qui mettent en place des business plans complètement fondés sur les abonnements parce que le gros intérêt, ça va être la récurrence. Donc là, il y a des spas hôteliers qui font une majorité de leur chiffre d'affaires sur de l'abonnement. Alors, ce qu'il faut, je pense, essayer de comprendre, c'est qu'actuellement, on est sur un changement de paradigme pour les spas hôteliers parce que on était passé, je dirais, du fait que vous êtes un hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles. Le spa, c'était un peu au début un incontournable. Il en faut un, entre guillemets, voilà. Il en faut un. A un vecteur d'image, c'est-à-dire que ça génère un certain nombre d'éléments. Et puis, ça peut être un centre de profit, un vrai. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des spas hôteliers pour qui le spa est en fait le cœur du concept hôtelier. Et l'identité réellement du spa fait partie du concept complet de l'hôtel. Donc, selon les spas hôteliers, on va dire, selon les hôtels peut-être, tout le monde n'en est pas à la même
dans la même catégorie au niveau de ce petit dessin, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui c'est un vecteur d'image point. Ils ne sont pas forcément laissés libre cours au centre de profit que ça peut être. Et ça, c'est des questions de Marie-Paul. Oui, alors on a d'autres questions qui sont tombées au fur et à mesure, mais on y répondra à la fin. Ah ben, Parce alors, que, on y en répondra à fait, la tout fin. tout le point de notre interrogation, et c'est ce qu'on s'était dit ensemble, la partie suivante, c'est en fait la vraie question: à quoi ça sert un spa? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un spa hôtelier, bien souvent, on se rend compte que nos hôteliers ont très bien su faire, tout ce qui est, chambre d'hôtel, tout ce qui est restauration, et que quand on arrive au spa, bah, c'est toujours à part, et on a tous les témoignages de nos spa, praticiens, de nos spa managers ou spa directeurs, et je pense que cette question est plus d'actualité, surtout qu'aujourd'hui, instagrammable ou pas, le spa est au cœur, je dirais, des demandes des clients. On va dans cet endroit parce qu'il y a un spa, même si peut-être je n'irai pas le fréquenter. Mais en fait, la réalité, en faire un centre de profit, certains l'ont très bien compris, on a encore un grand écart là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Ah oui, parce qu'il y a des questions à se poser, mais il y a des questions qui ne se posent plus, hein, parce qu'il y a des rentabilités qui sont évidentes. C'est vrai qu'après, il faut prendre en compte aujourd'hui les nouvelles attentes des consommateurs. Après la pandémie, tout ce qui va être health, wellness, ça s'est encore augmenté en termes d'attente. Donc bon, voilà. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent qui peuvent vraiment faire une expérience client aussi et contribuer à une expérience client supplémentaire. Il y a des nouvelles ressources. Bon, les RH, ça en fait partie, mais pas que. Il y a beaucoup de nouveaux concepts. Donc, il y a vraiment un renouveau du spa hôtelier à envisager. Et en plus du well-being ou health, qui était ce qu'on appelle une méga trend, c'est une tendance qui existe dans toutes les industries et dans le monde entier, en termes de pays. Il y a d'autres types de méga trends qu'il faudra aussi considérer. Pour l'instant, on inclut celle-là. Et avec la pandémie, elle s'est certes augmentée, mais il y a encore d'autres choses à faire. Si on passe maintenant à la partie équipe et salaire, là, on a travaillé avec des données qui sont issues d'une étude qualitative, donc basée sur des entretiens, où on a parlé avec beaucoup de monde. Et là aussi, c'est hétérogène le mot-clé. Hétérogène pourquoi? Ben parce que en fonction de si c'est un spa qui appartient à un hôtel indépendant, un petit groupe, un grand groupe qui appartient, voilà, plus le parcours de la personne, son âge, son rôle, ben on va avoir des choses très très diverses en termes d'équipe comme en termes de salaire. Donc simplement, pour commencer d'en parler un petit peu. Tout ce qui va concerner la Dream Team du spa, ben, on va avoir déjà des divisions entre le personnel qui va être permanent, du personnel qui va être saisonnier. On va avoir des freelances, on va avoir des extras, on va avoir des stagiaires. Et puis après, on va avoir du personnel et ou du spa qui va être externalisé ou pas externalisé. Donc déjà là, on commence à avoir des choses très différentes. Bien sûr, ça signifie qu'on va avoir derrière des salaires très variés. Nous, on a discuté et on a validé que des spa managers, effectivement, c'était 2 000 € à 2,5 à 8 000 € par mois et qu'il y avait des intéressements et des avantages qui étaient très divers et qu'il y avait des conventions collectives qui étaient là aussi très diverses, même si en majorité, c'était de la convention collective de l'hôtellerie quand on a dialogué avec tous les gens. Ce Alors, qui nous a on a une intéressé, question où on peut répondre tout de suite. La question, y a-t-il des spas qui emploient uniquement des freelances et qui font d'excellents chiffres d'affaires? Même pas à ma connaissance, hein. alors nous, on n'a pas fait ce croisement-là parce que on n'a pas les types de personnes par rapport à que des freelances sur le chiffre d'affaires. Mais ça me semble un peu compliqué dans l'absolu. Oui, moi aussi. Mm. Alors, Donc, ce qui nous a vendredi. intéressé, c'est qu'on a regardé un petit peu par rapport à d'autres études, hein. Alors, on n'a pas beaucoup d'études sur les salaires quand même. Nous, on a trouvé des résultats qui dataient de 2012, qui ont un peu interpellé Marie-Paul, qui étaient dans la revue de l'école hôtelière de Lausanne. Vous pouvez aller voir, numéro 33. Et en fait, en 2012, on vous disait que c'était de 2 500 à 3 500 € bruts par mois et ça pouvait aller jusqu'à 7 500 € bruts par mois. Alors, effectivement, ça interroge un petit peu parce que ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup augmenté en 10 ans, mais c'est très hétérogène. Et de la même façon que
ce qu'on nous a raconté sur la formation ou toutes les problématiques liées à l'évolution du personnel, là aussi, ça va être très varié et très hétérogène en fonction du type de spa hôtelier dans lequel on va être inscrit. Donc en termes d'opportunités, pour regarder un petit peu ce qui se passe, déjà, vous savez tous que la France, c'est un pays très touristique, hein. On est numéro 1 au niveau du tourisme. En termes d'hébergement, Paris, c'est la première destination mondiale sur la dernière étude Euromonitor 2022. Sur Booking, le voyage bien-être tendance, c'est aussi en plein développement et sur la France évidemment. Alors, outre le fait qu'il y a des études à tout France qui démontrent tout ça, il y a aussi en France les Jeux Olympiques qui font qu'il y a pas mal d'hôtels 5 étoiles qui ouvrent et 4 étoiles avec des spas, entre autres, même s'il y a aussi le développement et le redéveloppement de tout ce qui va être thermalisme et thalassothérapie. Ce qui est intéressant, c'est donc, comme je vous ai dit, le développement un petit peu hors des murs du spa. On sort des cabines, on va être dans des espaces de soins, et puis hors des catégories habituelles. Donc on a trouvé des concepts qui sont très différents, et si on essaye là aussi de faire un petit peu des groupes, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait vivre bien et longtemps. Alors ça veut dire quoi? Ça va être tout ce qui est lié au mental, tout ce qui est lié au well-being. On va avoir de l'holistique, on va vous parler de rituels, on va vous parler de méditation, de pleine conscience, de coaching émotionnel, de chaman, oui, de tout ce qui va concerner le lien corps-esprit, du sommeil, du bien vieillir, de l'anti-stress, de la naturopathie, de la kinésologie, donc plein d'éléments différents qu'on a essayé de regrouper dans Vivre bien et longtemps. Tout ce qui est l'écosystème et la reconnexion, donc avec de l'eau, des thermes, des spas, des eaux, des boues, de la nature, de la terre, des arbres, où là on va avoir des retraites, des cures qui peuvent être organisées. On va avoir tout ce qui est nutrition, on en a déjà parlé tout à l'heure, tout ce qui est physique, mens sana in corpore sano. Donc on a de la gymnastique, on a parlé du yoga, on a parlé de la natation, mais on a aussi de la marche nordique. Enfin, on a plein de sports différents qui sont intéressants à mettre en place. Le médical, on en a parlé un tout petit peu, mais il y a effectivement tout ce qui va être des traitements, il y a aussi des bilans, des consultations neurocognitives, oui, des cures post-cancer, des cures ménopause, des cures épigénétiques. Donc là, on est dans un univers plus médicalisant. Et puis, on va avoir ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, toutes les nouvelles technologies. Donc là, on a beaucoup de choses qui sont en présence dans ces spas. Et ce qui est en fait intéressant aujourd'hui à regarder, c'est que c'est un univers qui va être donc tous ces éléments, le physique, le médical, le mental, etc., etc. Il y a une vraie réflexion à mener parce que c'est très hétérogène en termes d'univers, mais c'est aussi justement très, très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a du choix. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à mener en fonction des spas hôteliers. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le concept? Quelle est l'identité de ce spa? Et justement, il y a beaucoup de choix, donc il y a à faire des sélections. L'idée, c'est peut-être pas forcément ce que font certains de saupoudrer un peu de tout. Oui, mais c'est une question, hein. Comment vous voulez faire en termes de stratégie et qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Un moment, choisir, c'est renoncer aussi, hein, mais... Alors, là, tu as un vrai questionnement parce qu'on a vu toute une évolution avec certains spas hôteliers qui souhaitaient brander au nom d'une marque, que ce soit Phytomère, Clarins, etc., ou Guerlain. Et aujourd'hui, on est dans une autre démarche. J'ai beaucoup d'interrogations de la part des directeurs de spa qui se demandent est-ce que je mets 1, 2 marques, 3 marques, c'est-à-dire s'interrogeant sur l'identité à trouver. Est-ce que je prends, j'ai des exemples aussi à Toulouse où ils fonctionnent avec une marque, ce que j'appelle locale, jusqu'à présent, Graines de Pastel, et qui s'interrogent sur, bon, ils ont mis une deuxième marque en place, c'est comment je fais ça, quel est mon concept de spa? Et là, je pense qu'il y a une vraie évolution pour travailler sur l'identité propre
et surtout par rapport au local, à l'identité de l'hôtel également. Ben, enfin, pour nous, enfin, nous, Action Partenaire, on travaille en études, mais on travaille aussi en stratégie, hein, tout ce qui est marketing stratégique et tout ce qui est branding, donc identité de marque. Si vous avez une seule marque, c'est la marque que vous valorisez, mais c'est pas forcément votre hôtel. Donc après, c'est des questions de choix. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a énormément de choix. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir un spa qui correspond à la colonne vertébrale de l'établissement. Donc il faut que l'ensemble ait une cohérence. La cohérence, c'est quand même un point indispensable. Quand on est dans un spa hôtelier, il faut qu'il y ait une cohérence entre, oui, l'hôtel, le concept de l'hôtel, la cuisine, le type de restaurant, ce qu'on y sert, où on est, le lieu, comment on l'utilise, etc., etc. Et que le spa, ça s'intègre là-dedans. Et effectivement, l'identité, elle peut être très retranscrite par les choix qu'on va faire au niveau du spa. Alors Donc, effectivement, on a une position, bon après on répondra à toutes les questions, mais Isabelle le mentionne, elle dit avant de parler de marque, il faut penser au personnel et surtout si le spa est saisonnier, les hôteliers ne se posent pas les questions dans le bon sens. Oui, on s'en rend compte bien souvent. C'est souvent la terme utilisée par... Excuse-moi Marie-Paul, je me permets juste de faire une digression. Je suis complètement d'accord avec ce que vous pouvez dire les uns les autres pour l'instant, mais le vrai problème de fond, et on le voit de plus en plus, on le voit de nous au travers de nos dossiers LabExpert, c'est qu'au-delà de la cohérence de marque, que je partage totalement, les concepts, etc., déjà, quelles sont les marques capables d'accompagner les hôteliers? Il n'y en a pas 50 000 non plus, qui ont une vraie logique à ce niveau-là. Et surtout, pour les spas saisonniers, la grosse problématique, c'est la formation. Et là, ce qui use aujourd'hui aussi bien le personnel des hôteliers que les marques, c'est la formation permanente. Donc, un hôtelier qui veut 3 ou 4 marques, déjà qu'il en prenne 2, qui sachent former correctement et surtout gérer le personnel à plein temps. Et tout le débat aujourd'hui qu'on les marque aussi, c'est les webinaires, c'est la formation du personnel, etc. etc. Donc il faut déjà les former, les hôteliers, à clairement expliquer les réalités du marché également pour les marques. Parce que les marques qui payent sans arrêt des formations, c'est absolument plus gérable. Et il faut changer le regard des hôteliers. Là, ce dont on parle, la cohérence du concept, ça c'est bien quand on n'a pas de problème de recrutement personnel. Mais aujourd'hui, cette réalité-là, elle n'est plus là. Aujourd'hui, c'est 47% de turnover et des spas. Alors, pas partout, hein. Qu'avec du personnel externe. Pas partout, loin de là. Moi, j'ai des gens qui ont effectivement beaucoup de turnover et il y en a qui ont quasiment 0 turnover dans les gens qu'on a interrogés. Donc, ça dépend aussi vraiment. Thalasso, 0 turnover, ça j'en suis certaine. Pardon? Et sur les Thalasso, 0 turnover, j'en suis certaine. Mais beaucoup de spas, c'est un turnover qui est énorme. Moi, je le vois en ce moment là sur les spas saisonniers. Mais alors, les spas saisonniers, je pense que c'est quelque chose qui est très spécifique. Oui. En termes de personnel, il fonctionne effectivement comme on a mis là au niveau des Dream Team des spas, parce que le personnel, c'est quand même ce qui aussi fait le spa. Hein. C'est pour ça que c'est une partie très importante. Il n'y a pas un concept sans personnel, ça veut rien dire. Et un personnel qui sait faire avec pas de concept, ça ne veut pas forcément dire de l'argent, même si c'est un très bon personnel. Et c'est vrai que nous, on l'a vu, il y a des diversités au niveau du type de spa hôtelier. Vous avez effectivement du personnel qui est du personnel permanent. Puis après, si vous êtes dans un établissement saisonnier, oui, vous pouvez avoir énormément de saisonniers. Donc, le problème des spas parisiens, c'est que quasiment tous ne fonctionnent qu'avec du personnel externe aujourd'hui. Je ne sais pas le nombre de spas parisiens que tu as pu avoir, mais quasiment la totalité quasiment fonctionne avec 80% de personnel externe. Et ça, c'est un problème sur Paris, qui est un marché extrêmement un peu discounté, j'ai envie de te dire, et sous l'influence d'une société qui est allée démarcher des hôteliers en leur disant vous me faites passer, moi, société dont je tairai le nom d'ailleurs, et je vous redonne 50% de la prestation. Et ça nous a... Nous, on n'est pas du tout sur une... Nous, là, c'est une étude qui porte sur des spas hôteliers qui étaient sur toute la France. On a fait attention en termes de localisation à ne pas être dans le parisianisme. Donc, on est partout. Voilà. Et je n'ai pas 80% de gens qui sont des gens saisonniers ou externalisés. Non. Mais c'est normal parce qu'elle fait référence à un monde parisien et on a des acteurs entrants nouveaux qui souhaitent changer ce genre de choses. Après ça, le Paris, c'est pas la France, je dirais, et c'est pas le monde non plus. Voilà. Donc nous, on a aussi certaines règles du jeu en France
qui existent, on a certaines classifications qui existent. Il y a quand même aussi des évolutions qui sont en cours sur tout l'univers du spa et je pense que c'est bienvenu parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui un univers qui est assez obscur. Enfin, je veux dire déjà, là, en termes de convention collective, ne serait-ce que ça, vous avez beaucoup de gens qui sont dans la convention collective hôtellerie, mais pas tous. Donc voilà, vous avez, quand on dit aux gens combien il y a de spas en France, vous avez soit toujours la même réponse qui vient des mêmes sites internet qui se reprennent les uns les autres, soit les gens vous répondent je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, la classification, ne serait-ce que la classification officielle, ne vous permet pas de faire un calcul correct. Donc, c'est vrai que c'est un univers où il y a beaucoup de paramètres à considérer, en fait, quand on regarde ça au niveau études et de façon assez cartésienne et très carrée sur l'ensemble du territoire français, il y a pas mal de choses quand même. Sachant qu'en plus, on n'a pas la même législation que nos voisins européens, ni qu'aux États-Unis, voilà. Donc, où il se passe encore plein de choses, mais différentes. Je te propose, Pascal, qu'on reprenne les questions qui ont été posées, si ça ne te pas, et après on pourra enchaîner. Tu voulais conclure déjà? Vas-y, alors. Non, c'est toi qui voulais conclure sur la page qui est là, en disant que c'était une étude qui t'est vendue. Ah oui, mais ça, j'y reviendrai, ça, c'est évident. Ah, tu reviendras, d'accord. Excuse-moi, j'oublie de répéter, effectivement, donc cette étude commandée à un partenaire extérieur, Action Partners, sera donc vendue à 80 € pour tout le monde, mais en revanche, nous avons proposé de l'offrir aux membres SPA. Alors, vous nous laissez simplement le temps de la rédiger, et on essaye de s'engager d'ici fin novembre, début décembre, pour que vous ayez le fond de cette étude. Voilà, ça c'est quand même, c'est un joli cadeau que fait SPA quand même à ses membres, n'est-ce pas? Bon, pas de réaction, d'accord, ok, ils sont tous merci, il n'y en a pas beaucoup. Alors, bravo, merci. D'accord, non mais merci, on vous sollicite quand même. Alors, si on veut reprendre les questions, donc alors la question de Bruno qui était ceux qui font que 5% de massage, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout ce qui gravite autour, hein, c'est ça qu'il faut expliquer. Tu as aussi toute la partie med-spa, tout ce qui est... Bon, toi, tu as eu accès aux chiffres. Moi, je vous rappelle que c'était anonyme, donc je suis comme vous, hein, j'ai pas tout vu, je connais pas les noms, etc. Ah ben non, c'est le principe. Je veux dire, nous, on donne jamais les noms des gens qui sont interrogés ou des données d'où elles viennent, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Donc, effectivement, les gens, sinon, ils vous répondent plus. Hein. C'est pareil sur les salaires, ils vous répondent plus non plus. Bon, est-ce qu'on a répondu à la question? Ceux qui font 5% de massage, ben, ils peuvent faire plein de choses différentes. Justement, ça dépend du positionnement qu'ils ont adopté pour leur spa. Il va y avoir des gens qui vont faire énormément de massage, en particulier des saisonniers d'ailleurs. Je pense à un saisonnier qui fait énormément de massage parce qu'il fait quasiment même que ça. Et puis il y a des gens qui vont faire peu de massage, puis ils vont faire d'autres choses. Ils vont vendre par exemple beaucoup d'abonnements. Donc les abonnements, c'est des abonnements à des éléments existants. Et ils vont faire par exemple beaucoup de ventes de produits. Donc ils vont faire effectivement peu de massage. Alors l'offre wellness, ce sont ils vont faire du soin visage ou ils vont faire du médicalisant. Donc voilà, c'est... Bon, ça, on y avait répondu, c'est les offres wellness, les entrées spa, l'accès à la zone humide. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Où tu mets l'accès spa dans le chiffre d'affaires? L'accès au spa. Où je mets l'accès au spa dans le chiffre d'affaires? Eh ben, normalement, dans le spa. L'offre spa, c'est l'accès au spa, c'est l'offre spa. L'accès au spa, c'est l'accès à la zone humide en fait. En règle générale, on appelle ça offre spa, oui. Après, la zone humide, c'est oui, c'est l'accès à la zone. On peut résumer en disant que c'est l'accès à la zone humide, je pense. Et c'est distingué de l'abonnement. Alors, c'est distingué de l'abonnement parce que c'est pas parce que vous avez un accès en spa que vous avez un abonnement. Oui. On est d'accord, complètement. Vous pouvez très bien avoir un abonnement. Enfin, ceux qui ont un abonnement, ils ont de l'abonnement qui peut être à des choses diverses et variées. Mais c'est de l'abonnement. L'abonnement, c'est de la récurrence. Un accès, ça peut être l'accès de... On est bien d'accord. Et donc, c'est ventilé de manière distincte dans l'étude, c'est ça? Oui. Ok. Question de Sarah. Ce qui serait intéressant de savoir que les spas qui réalisent plus de chiffre d'affaires, plus de 700 000 €, je rappelle, sur une période de 7 mois, quels sont leurs offres de services et la répartition? Retail, Presta ou spa?
Alors, oui, on a un échantillon global qui est de 90 pas. Donc, si on réduit à que ceux qui font plus de 700 000 euros de mémoire, on est sur 30%. Donc, commence de devenir pas beaucoup. Mais on peut regarder effectivement quelles sont leurs offres. Et la réponse est, parce que j'ai quand même un peu les données en tête, que ça dépend des établissements. Parce qu'il y en a qui vont fonctionner, par exemple, avec beaucoup d'abonnements. Il y en a qui vont fonctionner avec... donc, ils vont avoir beaucoup de prestations, entre guillemets, qui sont de l'abonnement. Et puis, il y en a qui vont avoir... il y en a un en particulier qui a une prestation sur le retail qui est absolument hallucinante. D'accord. En vente produit. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, puis alors n'oublions pas que dans ceux qui font des gros chiffres d'affaires, il n'y a pas nécessairement, il y a l'abonnement aussi qui compte. Parce que quand on est sur du niveau palace, bien souvent, donc là, je crois qu'on a répondu. Entre Paris et les saisonniers, c'est un gros C'était quoi la question là-haut dessus? Tu peux redescendre. Les salaires pour le survie des 3 prochaines années. Oui, la question du salaire est importante et j'ai envie de vous dire la considération. Là, j'ai rencontré encore du personnel sur la région nantaise et je peux vous assurer, les gens bougent pour une question de considération encore. Alors, je dirais qu'il y a l'argent évidemment, hein, c'est une donnée qui est importante. Moi, pour les équipes avec lesquelles j'ai pu discuter, les gens que j'ai interviewés ou les recruteurs avec qui on a parlé, évidemment, il y a une question d'argent, il y a une question d'intéressement, de primes. Voilà, il y a des gens, ils ont des primes par rapport au chiffre d'affaires de l'hôtel, des gens, ils ont des primes par rapport à leur département, des gens, ils ont des primes aussi parce que leurs employés, enfin les gens qui travaillent avec eux leur donnent des feedbacks et avec des feedbacks, on peut obtenir plus de points, donc plus d'argent. Mais après, il y a aussi tout ce qui va être effectivement la façon dont on est considéré. Est-ce que quand on est un spa directeur ou un spa manager, est-ce qu'on est considéré de la même façon, je dirais, que les responsables des autres départements? Il y a un moment, c'est une vraie question. Et quand on te demande d'aller faire les chambres parce que tu n'as plus de personnel ou d'aller servir parce qu'il n'y a plus de personnel, au bout d'un moment, c'est fatal, il y a une usure. En train de se dire, vous me ramenez d'un hôtel 4 étoiles finalement vers du 3, je suis la première à bien vouloir aider, mais il y a un moment, peut-être que mon personnel, on a autre chose à faire qu'aller faire le service en chambre. Après, il y a tout ce qui est formation qui va être proposé, qui peut être des formations plus ou moins intéressantes et qui donne lieu à plus ou moins d'évolution. Moi, on m'a aussi beaucoup parlé des évolutions. Quand vous êtes dans un spa, puis spa manager, puis spa directeur, et qu'est-ce qui se passe? Comment ça avance? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on devient? Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont à réfléchir sur tout ce qui va être effectivement équipe, salaire, motivation, formation, évolution. Là, c'est un gros sujet, puisque nous, là, on a constaté vraiment des diversités qui sont énormes, parce qu'il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, des choses plus ou moins externalisées, internalisées. Il y a des hôtels qui sont indépendants, des hôtels qui sont dans des petits groupes, dans des grosses chaînes. Donc, tout ça, ça change beaucoup de choses quand même après derrière. Bon, je pense qu'on a quand même une bonne vision de ce qui se passe, qui correspond à ce qu'on sait. Effectivement, tu as bien dit, ce qui fait le spa, c'est 100% font du massage, ça c'est clair. Après, avec plus ou moins de proportions. On est aussi à s'interroger comment définir ce qu'est un spa. Moi, dans mon idée, je pensais qu'un endroit, quand tu visites, qui s'appelle spa et où il n'y a pas de zone humide, pour moi, c'est pas un spa. Où il y a pas, pour moi, c'est un institut. Donc toutes ces questions-là, on va essayer de les traiter d'une façon ou d'une autre. Régine Ferrer de la CNEB veut remettre à l'ordre du jour une discussion à FNOR là-dessus. Je ne sais pas si on pourra normer ou pas. Ce que tu évoques, c'est qu'on a un univers très hétérogène également, puisqu'on en a certains qui dépendent de la convention de l'hôtellerie et d'autres qui dépendent de l'esthétique. Il est à noter, très intéressant, la position de Snow Group. C'est dommage, on n'a personne de chez eux ce soir. Mais il est évident qu'ils ont revu leur position par rapport au personnel et devant la difficulté, ils ont préféré prendre du personnel qui dépende, c'était possible, de l'esthétique parce que du coup la convention, il y avait moins d'heures travaillées, c'était plus favorable et ils complètent le week-end en disant le dimanche lundi, c'est là où ils prennent les freelances. Ce qui est une façon de pouvoir fidéliser son personnel et tout à fait intéressant. Voilà.
Donc, écoute, je pense qu'on a enregistré, on va représenter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous paraît clair à tous? On va finaliser un petit peu tout ça. Et Ça puis paraît très clair. Merci pour cette belle présentation. Merci. Je sais pas qui parle. Tony, je crois. C'est Tony? Merci, Tony. Bon, bah écoutez, on tâche de finaliser tout ça. Un grand merci à Pascal Elmalan, qui est Action Partners. Comment te dire sans accent anglais? Voilà, donc franchement, merci. Merci de votre présence. Et puis, on vous tient au courant sur la suite de l'étude. Et puis, on vous créera Merci à 80 € pour ceux qui voudront acheter. Voilà. Super. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne fin de soirée. Au revoir, Ciao, bonne soirée.